Les grincements métalliques résonnent dans le désert. Nous sommes au cœur de la Mauritanie, dans le sud du Sahara. Ce n'est pas un train comme les autres. Dans ces citernes grises se cache le trésor le plus précieux qui soit. Monsieur, il y a beaucoup d'eau là? Oui, 7 citernes. 7 citernes. Pour tous les villages là? Ici, c'est chaud. Jusqu'à Choum, c'était à quoi, 200 km? 10. De l'eau, près de 500 000 litres. Un bien rare et surtout précieux pour les populations de cette région. Les citernes sont pleines, le départ est imminent. Sa destination, Benamera, à 150 km d'ici. On dit de lui qu'il est le plus grand train du monde. 150 wagons, 2,5 km de convoi. L'engin reprend sa route. J'en profite pour monter à bord. Un long voyage nous attend à bord d'une machine qui ne dépasse pas les 60 km par heure. Bonjour, qui? Ahmed. Bonjour. Ça va? Qui? Enchanté, c'est cher. Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va et vous? Tijani travaille dans la compagnie des chemins de fer mauritanienne depuis 14 ans. À côté de lui, Ahmed, son second, les yeux rivés sur la voie ferrée. Le train trace sa route dans un décor de Far West. Cette région de Mauritanie, l'Adrar, est une zone très isolée, traversée de bout en bout par le Sahara. Sur une superficie équivalente à la moitié de la France, pas plus de 60 000 habitants. Une personne par kilomètre carré. Après 3 quarts d'heure de voyage, sans croiser âme qui vive, soudain, quelques silhouettes à l'horizon. Une dizaine de nomades attendent le passage du train. Tijani coupe les gaz. La procédure est bien huilée, chacun à son poste. L'arrivée du train est toujours un événement. À l'extérieur, les nomades s'activent. L'un d'eux déploie le tuyau d'un énorme réservoir et s'empresse de le brancher à la citerne. Vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je tienne? Les horaires du train sont un peu aléatoires, mais pour les populations de la région, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Heureusement que le train est là, parce qu'il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source d'eau ici. Elle est bonne? Oui. Elle est fraîche. Si vous n'aviez pas ce train et l'eau du train, comment vous feriez pour vivre? On ne pourrait pas vivre ici. On serait obligé de rejoindre les villes. On ne peut pas vivre sans eau. Rien ne peut survivre sans eau. Ce nomade a 46 ans, il a toujours vécu dans le désert. Pour avoir de l'eau potable, il ne s'éloigne jamais trop de la voie ferrée. Une fois par semaine, c'est le rituel du ravitaillement. On a soif, lui, tout le monde a soif ici. On est venu se ravitailler, ma famille est là-bas, et tout le monde là-bas a soif.
Après une dizaine de minutes, le train doit reprendre sa route. D'autres nomades l'attendent plus loin. En Afrique subsaharienne, plus de 40% de la population n'a aucun accès à l'eau potable. Un phénomène qui, d'année en année, ne cesse de s'amplifier. Le Sahara, 9 millions de kilomètres carrés. Il traverse 10 États, compte 200 millions d'habitants et couvre à lui seul 30% de la superficie du continent africain. Le plus vaste désert du monde, mais aussi le plus chaud. Avec le changement climatique, les températures ne cessent de monter, jusqu'à 55 degrés à l'ombre. Le Sahara progresse et dévore tout sur son passage. Les pays les plus exposés sont ceux du Sahel. Et parmi eux, il y en a un en particulier, la Mauritanie, dont la majeure partie est désertique. Les nomades, qui vivent traditionnellement de l'élevage, sont en voie de disparition. La sécheresse et la chaleur rendent leurs conditions de vie impossibles. Ils affluent vers les villes, mais là aussi, les dunes gagnent du terrain chaque année. Le sable est entré par les fenêtres. C'est pour ça qu'on a dû les boucher. Tout passait par les ouvertures. Ça finit toujours par revenir. Encore et encore. Partout, c'est le même problème. Du sable, encore du sable. J'ai vu des femmes et des hommes qui luttent contre l'avancée du désert. Des populations qui, face à la sécheresse, repoussent les limites pour s'adapter au changement climatique. J'ai rencontré des villageois capables de transformer la nature, pierre par pierre. Pour nous, ça c'est une réalisation du siècle, que nous laissons à nos petits-enfants. J'ai vu des bénévoles relever un pari fou, verdir le désert et faire de ces terres inhospitalières une terre d'accueil. Et surtout, j'ai appris qu'avec du travail et de la volonté, l'homme peut faire naître des jardins au milieu de nulle part. Le désert, quand tu y trouves de l'eau et que tu peux limiter le vent, tu peux faire pousser n'importe quoi. Au cœur du Sahara, j'ai découvert une population qui mène un combat sans relâche contre la désertification. Au bord de l'océan Atlantique, Nouakchott, capitale de la Mauritanie, 1,5 million d'habitants. Cette cité moderne forme une sorte d'exception dans le pays. La Mauritanie est à 90% un vaste désert que ses populations fuient de plus en plus, avec l'avancée du Sahara et la hausse drastique des températures. C'est au cœur de la vie de ces Mauritaniens que j'ai décidé de me plonger pour comprendre de quelle façon ils affrontent ce désert qui ne cesse de s'étendre. Nous partons vers le nord, en direction d'une cité millénaire menacée de disparition. « 12 heures de voiture sur un goudron bouillant. La chaleur est étouffante. Nous arrivons à Chinguetti, la capitale spirituelle du pays. Encerclée par des dunes, la ville est née il y a plus de 1000 ans. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais depuis une dizaine d'années, le désert ne cesse d'avancer
et les habitants luttent au quotidien pour sauver leur cité. Une vie rythmée par la même corvée chaque jour, qui démarre dès 6 heures du matin. Desjeux répète ses gestes en permanence devant ses enfants. Il y a beaucoup de sable. La maison en est pleine. Ce sont les dunes qui rentrent jusque dans la maison. Elles s'infiltrent par la porte, mais par les fenêtres aussi là-bas. Le sable s'infiltre aussi par cette ouverture. Ah oui, le sable vient jusque là. Ça rentre par là et ça descend à l'intérieur, jusqu'au tapis sur le sol. Je suis obligée de fermer les volets. Je mets des tapis et des couvertures pour empêcher tout ça. J'ai peur que le sable rentre. Dès que j'enlève le sable, il finit toujours par revenir. Le sable prend toute la place dans ma vie. Je m'en occupe matin et soir. Si je ne fais pas ça, ça va devenir une dune immense ici. Mère célibataire, Desjeux n'a pas de travail et peu d'argent. Impossible de déménager. Elle préserve sa maison tant bien que mal, avec les moyens du bord. Mais elle le sait, dans ce combat entre les hommes et le désert, les hommes finissent rarement vainqueurs. Allez, on y va. C'est l'heure d'aller à l'école pour Didi et Djadja, les enfants de Desjeux. Allez les enfants, on avance. Et sur le chemin, elle tient à me montrer quelque chose. L'ancienne école était là. Mais maintenant, tout est ensablé. Ça, c'est l'école de départ? Oui, ils l'ont fermée. Ils en ont construit une autre un peu plus loin. C'est à cause de la dune qui a tout envahi. Le sable est entré jusque dans les salles de classe. Ça veut dire Desjeux que les dunes ont même attaqué l'école. Oui, c'est ça. Il n'y a que du sable. Regardez tout autour de nous. Il n'y a que du sable. Voici la nouvelle école qu'ils ont construite. Elle est toute neuve. Une nouvelle école à 100 mètres de l'ancienne. Quand elle ne peut plus résister, la ville recule. Car Chinguetti n'a pas toujours été située là où vit Desjeux aujourd'hui. Au début du XXe siècle, la ville se trouvait à 100 mètres plus au nord. Mais cette Chinguetti-là n'est quasiment plus habitée. Quant à la cité originelle, il en reste quelques traces, 100 mètres encore plus haut. Seule une poignée de bâtiments historiques surnage. Le reste de la ville est enfoui sous les dunes. Retenir le désert est devenu une obsession pour les habitants de Chinguetti. Bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Ok. Je vous suis. Certains, comme Aboubacar, ont même fait de la lutte contre le sable une profession. C'est l'heure du petit-déj. Oui, chaque jour comme ça, on prépare le thé le matin. Du thé. À Chinguetti, tout le monde connaît Aboubacar. Ce père de famille de 51 ans, maçon d'origine, s'est trouvé depuis quelques années une nouvelle activité. Qu'est-ce que vous allez faire comme travail aujourd'hui? Une femme nous a appelés. Elle a besoin qu'on vienne désensabler sa maison. Le problème ici, c'est le sable. Il bloque les portes. Le sable est partout. Armés de pelles, Aboubacar et ses 3 fils se rendent donc à la maison de leur cliente. Elle habite à 15 minutes de là. Salam alaikum. Ça va la santé? Salam alaikum. Salam. La technique d'Aboubacar et de ses fils peut surprendre. Le sable qui bloque la porte d'entrée est entassé sur des sacs de jute. Il est ensuite transporté quelques mètres plus loin. L'opération est répétée encore et encore, des centaines de fois. Aboubacar. Oui. C'est quoi là l'objectif? C'est de désensabler tout ou une partie là? Tout parti. Aujourd'hui, on va déblayer devant les portes pour pouvoir les ouvrir à nouveau. C'est un travail dur? Oui, très difficile. C'est fatigant pour vous? Ouais.
Parce qu'il faut faire ça quoi, Des milliers de fois. et c'est efficace ou à la fin, finalement, ça revient tout le temps? Ça finit toujours par revenir. Encore et encore. Partout, c'est le même problème. Du sable, encore du sable. Le désert ne cesse d'avancer. Beaucoup de dunes, beaucoup de travail. Sa cliente, Tekber, a 60 ans. Elle a toujours vécu à Chinguetti. Mais depuis quelques années, sa maison se fait dévorer, petit bout par petit bout, pièce par pièce. Ah ouais. Mais le sable, il s'est infiltré naturellement. Oui, le sable est entré par les fenêtres. C'est pour ça qu'on a dû les boucher. Tout passait par les ouvertures. 10 cm de sable tapissent la pièce. Tekber a bien fait condamner les ouvertures et les fenêtres. Mais le sable rentre quand même. Ah oui, ça c'est complètement cimenté, c'était une porte ça. Oui, on l'a fermé avec du ciment. Cette pièce, Tekber ne l'utilise plus. Elle est impraticable, voire même dangereuse. Le toit, par exemple, le toit là, il pourrait céder sous la pression du sable? Bien sûr, ça peut tomber. Si le poids du sable continue à pousser, le toit finira par tomber. On habitait dans cette pièce, mais à cause du risque, on ne peut plus y vivre. C'est trop dangereux. On ne veut pas mourir enseveli. On a dû abandonner cette pièce. Pour sauver ce qui reste de sa maison, où elle vit avec son petit-fils, Tekber fait donc parfois appel aux désensableurs. Pour débloquer 2 portes, il aura donc fallu 4 heures à Aboubakar et à ses fils. Il est midi, c'est l'événement. Hein? Bravo! Bravo, Salem. J'ai gagné. T'as gagné, Aboubakar? Ouais, gagné, Aboubakar. Bravo! Tekber, qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, je suis contente. Je vais enfin pouvoir réutiliser la douche. Là, vous allez payer combien pour aujourd'hui? Je ne sais pas combien ils vont me demander. 2000 par personne. 4 personnes, 8000. 8000 en tout pour nous 4. 4 personnes. Et ça, c'est combien de fois par mois? Dès que j'ai l'argent pour les payer, je les appelle. Alors, ça vaut le coup de rester ici? Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Je n'ai qu'ici. En moyenne, Aboubakar gagne l'équivalent de 300 € par mois. C'est un salaire très correct ici. Il ne manque pas de travail. Chaque mois, il désensable jusqu'à 8 maisons. Pour vous, c'est un bon business? Ah oui, ce travail, c'est un super business pour moi. Il y a beaucoup d'argent. Le sable revient tout le temps et je reviens avec. Et personne ne va m'empêcher d'en profiter. Ouais, mais c'est triste quand même, non? C'est Dieu qui amène le sable. Et nous, on l'enlève. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc c'est une belle vie. Ça fait le travailler. Oui, à 14h, quand j'ai fini, c'est la belle vie qui commence. Aboubakar est sans doute le seul habitant de Chinguetti pour qui le désert soit une chance. Mais pour la plupart, il est devenu une menace telle que de plus en plus d'habitants s'organisent pour relever un défi à première vue impossible, stopper la progression du sable. À l'intérieur de cette palmeraie, c'est l'effervescence. Des femmes s'activent en récupérant de vieilles tiges de palmiers séchés. Jusqu'à présent, ces déchets étaient inutiles. Mais désormais, elles les utilisent comme une arme. Avec ces tiges, on arrive à stopper la dune. Ça protège la palmerie et les plantations. Ça protège du vent et du sable. C'est vraiment très important. Chaque jour,
Ces femmes se mobilisent bénévolement avec les hommes du village voisin. Objectif, bâtir un mur de protection contre les attaques du désert avec ses feuilles de palmier séchées et une technique savamment mise au point. La barrière sert à arrêter la dune. En bas, les tiges sont serrées pour arrêter le sable. Mais en haut, les feuilles sont un peu plus espacées et ouvertes pour que le vent puisse traverser et qu'il ne fasse pas tomber toute la barrière. Et comme ça, eh bien, la dune n'avance pas. Elle ne peut pas s'agrandir. Cette initiative, lancée par l'État il y a 1 an, rassemble tous les habitants des villages de la Palmeraie, à commencer par le responsable des opérations, Abdelkader, pour qui le recours à ce système D est une nécessité absolue. C'est très important pour arrêter la dune. Pour que le sable n'arrive pas dans les cultures, dans les maisons, dans les propriétés. Parce que le vent est très dangereux. Si le désert avance, le village ne pourra pas se développer. Je ne te dis pas que ça va complètement arrêter la progression du désert, mais ça va la ralentir. Et ça va diminuer la menace. Vu du ciel, le résultat est spectaculaire. La Palmeraie est entourée de ces barrières de palmiers séchés. Au total, 1,5 km de murs ont ainsi été construits en quelques mois. Le désert mobilise ainsi toutes les forces du village. Mais les habitants le savent. Le pouvoir des barrières construites autour de chez eux est limité. Elles ne peuvent au mieux que ralentir l'avancée des dunes, en aucun cas l'enrayer. Il faut dire que rien ne semble arrêter la progression du désert. En 1 siècle, le Sahara a augmenté sa surface de 10%, l'équivalent de la superficie de la France. Un phénomène qui s'accélère depuis 20 ans. Cette invasion bouleverse tout l'écosystème. Pas un arbre, pas une plante n'est visible à des centaines de kilomètres à la ronde. Plus rien ne pousse. La sécheresse se répand d'un bout à l'autre de la Mauritanie. Désormais, pour la plupart des habitants et de leurs troupeaux, il n'y a plus qu'une seule préoccupation. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. À 1000 km au sud de Chinguetti, nous rejoignons un village de nomades, Tidjikja. Ici, une vingtaine de familles vivent de l'élevage. En cette saison chaude, ils passent la moitié de la journée sous leur tente pour s'abriter de la chaleur écrasante du désert. Ce n'est qu'à la tombée du soleil qu'ils peuvent s'atteler à la tâche la plus essentielle de leur vie quotidienne. Avec ses enfants, Diou charge son âne et s'apprête à partir. Un périple qu'il effectue chaque jour. Un périple à la recherche de la ressource la plus précieuse, l'eau. Diou, pourquoi vos fils viennent avec vous prendre de l'eau? J'ai besoin qu'ils m'aident dans cette tâche. Parce que ce n'est pas simple et par la même occasion, ils apprennent à le faire. Comme ça, quand je suis absent, ils peuvent me remplacer auprès de la famille. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas aller à l'école alors? Parmi mes enfants, il y en a qui vont à l'école et d'autres non. Ça tourne. Ceux qui ne vont pas à l'école vont chercher l'eau et on alterne. Ce fils-là, il ne va pas à l'école car il doit être capable de me remplacer. Je lui apprends à faire les choses importantes, comme aller chercher de l'eau. Donc non, il ne peut pas aller à l'école. Sinon, mes autres enfants vont tous à l'école. Moi, je suis pauvre. J'ai besoin de l'aide de mes enfants. À 10 ans, ce petit garçon a donc la lourde tâche d'aller chercher de l'eau, vitale pour sa famille, au détriment de sa scolarité. Une conséquence directe des pénuries de plus en plus fréquentes dans cette partie de la Mauritanie. Après une grosse heure de marche, nous arrivons à destination.
L'eau, elle est loin dans le puits. Il y en a beaucoup d'eau ici? Mais oui, tu vois toi-même, il n'y a quasiment plus rien. Pour puiser en profondeur, Diou lance une poche d'eau au fond du puits. Et pour la remonter, il compte sur la force du dromadaire. À peine 5 litres dans sa poche, et les dromadaires se jettent dessus. Mais Diou, c'est pour la famille ou pour les dromadaires, là? C'est pour la famille, mais on en donne aux dromadaires errants. Sinon, ils vont mourir. Je dois leur venir en aide. L'eau que vous buvez, elle vous donne jamais de maladie? Elle est propre ou elle contient des saletés? On ne sait pas trop, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui est tombé gravement malade à cause de cette eau. Le problème, c'est qu'on n'en a pas d'autre. On fait avec ce qu'on a. Et d'un coup, ça peut s'arrêter. Donc on n'en prend pas trop pour en laisser aux autres. En 2 heures, Diou va remonter une 60aine de litres. Le puits n'en donnera pas plus, et la nuit tombe. Il faut rentrer. La solution, creuser. Creuser au plus profond, car de l'eau dans le désert, il y en a, mais en profondeur, dans les sous-sols. Les nomades vivant dans la zone le savent. Si le forage aboutit, ils auront de l'eau douce à portée de main. Alors ils sont venus en nombre, observer l'avancée du forage. Dédé, le chef de chantier, coordonne les travaux. Il est fonctionnaire et appartient à la Société des forages et des puits mauritaniens. Il enchaîne les chantiers. Dédé a parfaitement conscience de l'enjeu. Mais il sait aussi que pour creuser, il faut faire preuve de patience. Là, vous allez aller à quelle profondeur, là? On est jusqu'à 100 mètres. Pour trouver de l'eau douce. Pour trouver l'eau. On est jusqu'à 150, 150, 160. Ah ouais? Avec son équipe, Dédé est arrivé la veille. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les forages dans la région. Vous le sentez comment, là? Ça se trouve, il n'y aura pas d'eau. Dans le titre, il dit qu'il y a d'eau. Dans le titre, il fait le titre ici. Quand le titre dit qu'il y a d'eau, à part 100 mètres. Quand le titre, il met tout ça se passe. Et parfois, parfois il se trompe. Ouais, parfois se trompe. Et à chaque fois, on va creuser, on fait le titre. Et vous pensez qu'on va en trouver ou pas? Oui, ce soir, Inch'Allah. On va essayer de trouver l'eau. On va essayer de trouver l'eau. L'eau ne sortira pas de terre ce jour-là. Mais 48 heures après notre départ, c'est la délivrance. Dédé m'enverra quelques vidéos prises avec son téléphone. L'eau douce a enfin jailli. Pour les nomades, c'est un formidable espoir, la possibilité pour eux de continuer à vivre dans la région. Car avec l'eau, c'est tout un mode de vie qui peut renaître et s'épanouir. Face à moi, de la verdure en plein désert. Un petit miracle apparu il y a 10 ans, grâce à ce forage creusé à 150 mètres de profondeur. Ici, c'est l'oasis de Tentemla. On fait pousser plein de fruits, plein de légumes. Maha est éleveur et agriculteur. Il est responsable de ce petit paradis vert d'environ 1 hectare. On fait pousser des tomates, des carottes, des haricots, n'importe quoi. Tout ce que tu plantes ici, ça pousse.
Nous sommes dans une des zones les plus arides du pays, à près de 40 km de la première grande ville. Avant, ici, il n'y avait rien, que du sable. Grâce au forage, tout est devenu possible. C'est complètement artificiel. Toutes les plantes et les palmiers que vous voyez, on les a fait pousser par nous-mêmes. Ici, on peut faire pousser n'importe quoi dans le désert? Oui, effectivement. Ce désert, quand tu y trouves de l'eau et que tu peux limiter le vent, tu peux faire pousser n'importe quoi. Grâce à ça, les gens restent et ne partent plus. L'oasis fournit de la nourriture, mais aussi des emplois. Une douzaine de jardiniers travaillent à l'entretien. D'anciens nomades qui se sont convertis à l'agriculture. 3 fois par semaine, ils récoltent les fruits et légumes de l'oasis et vont les revendre à la population locale. Ah ouais? Oui. Ça va vite, hein? Depuis que la palmeraie fournit de la nourriture aux habitants, une ville a poussé. Elle n'existait pas il y a 10 ans. Désormais, elle compte 500 résidents, une école, un centre de santé et plusieurs commerces, comme celui-ci. Les fruits et légumes de l'oasis sont 2 fois moins chers que ceux qui proviennent des grandes villes voisines. Ça change vraiment la vie parce que si on n'avait pas l'oasis à côté, nous devrions acheter les légumes en ville et les transporter jusqu'ici. Nous devrions faire 35 km en voiture, dormir là-bas, récupérer les légumes et refaire la route en sens inverse. Et à l'arrivée, tout serait pourri. Et en plus, les fruits et légumes sont beaucoup plus chers là-bas. Ça va jusqu'à 400 le kilo, sans le transport. Alors qu'ici, c'est beaucoup moins cher, 300, voire 250 le kilo. Grâce à l'eau, la sécurité alimentaire est désormais assurée. Une économie se développe. De nouveaux nomades se sédentarisent avec leurs troupeaux. Et le village ne cesse de grandir. Ces femmes ont pu développer leur propre potager pour leur consommation personnelle et celle de leur famille. C'est pour moi, ça? Je peux manger? Trop bon. C'est contre la soif. C'est très bon contre la soif. Mais ça, c'est très bon, ça. Pour soutenir toute cette activité, 3 forages supplémentaires ont dû être creusés. Les forages d'eau, une solution vitale qui se développe à travers le pays. Au cours de mon voyage, j'en ai vu un peu partout. Mais voilà, les nappes phréatiques ne sont pas inépuisables. Dans certaines zones, il suffit de jeter un œil à l'intérieur de ces nombreux puits totalement vides pour se demander si à l'arrivée, le remède n'est pas devenu pire que le mal. Nous sommes dans l'Attar, au centre du pays. Une région particulièrement touchée par des pénuries d'eau, à cause justement de la multiplication des forages. Et pourtant ici, une révolution menée par un homme est en marche. Mohamed a repris l'exploitation familiale à la mort de son père. Il cultive 3 hectares de plantation et notamment 250 palmiers dattiers. Mais depuis 10 ans, sa production ne fait que diminuer. Avant, nos récoltes étaient bien meilleures. Mais avec la sécheresse, on ne peut plus arroser tous nos arbres. Vous avez perdu combien de pourcents de votre récolte d'après vous? Je ne sais pas, environ 2/3, je pense. 70% de nos récoltes ont disparu. Vous avez perdu 70? Oui. Parce qu'il n'y avait plus d'eau? Bien sûr. Et ça, pendant combien de temps? Depuis 2012. Jusqu'à maintenant. Depuis l'année dernière, ça a commencé à revenir un peu, mais avec les pertes d'avant, c'est très compliqué de retrouver une récolte à peu près normale. Dans les années 80,
il y avait 200 puits dans la région. Aujourd'hui, il y en a 400, le double. Résultat, pour Mohamed... Ouf! Sec. Waouh! Et ça, c'est le puits de toute votre palmeraie, ça? Regarde, la grande palmeraie. Qu'est-ce qui explique que ce puits se soit totalement vidé? Mon puits est à sec pour 2 raisons essentielles. La première, c'est le manque d'eau. Il pleut de moins en moins depuis 10 ans. Et la deuxième, et c'est très important, ce sont les forages sauvages qui se sont multipliés dans la région à cause du manque d'eau. Une pénurie qui a des effets pervers. Car la seule façon pour Mohamed d'avoir à nouveau de l'eau, c'est de creuser encore plus profondément. Ça, c'est le nouveau puits, ça. Oui. Waouh! Ah oui, c'est beaucoup plus profond. C'est plus profond. Il y a combien de mètres, là? Je crois que c'est entre 22 ou 23. 23 mètres. Et donc là, il y a de l'eau, mais il faut aller loin, hein? Mais même en creusant à 23 mètres, Mohamed n'est pas certain d'avoir de quoi arroser ses palmiers toute l'année. Ici, chaque mois, sans pluie, ça dégrade entre 30 cm et 35 cm. Ah ouais. Quand on l'écrase un mètre en autre. Ah, vous irez creuser encore? Creuser encore. Et vous pouvez creuser encore combien de temps? La pluie vient jusqu'à 30 mètres. Et 30 mètres, c'est très dur. Tu ne peux pas aller écraser plus de ça. Et il faut toujours aller plus profond, quoi. Bien sûr. Mais Mohamed désormais le sait. Il ne pourra pas indéfiniment creuser toujours plus profond. Alors, il y a quelques années, il s'est lancé dans un projet fou. On ne va plus chercher l'eau en bas, mais en haut, celle qui vient du ciel. Un défi insoupçonné et totalement hors norme. À environ 1,5 km de la palmeraie, dans les montagnes, dans cet étroit défilé, l'équipe rassemblée par Mohamed est au travail. Pierre après pierre, ils construisent avec de simples outils, à la force des bras, un ouvrage qui va leur permettre de capturer l'eau, un barrage. 70 mètres de long, 23 mètres de large, 6 mètres de haut. Il n'est pas terminé, mais il fonctionne déjà. À la saison des pluies, Mohamed a filmé ces images avec son téléphone. On le voit ici se rafraîchir avec l'eau du barrage. Une réserve captée du ciel qui s'étend sur des centaines de mètres dans la vallée. Donc, le barrage va retenir de l'eau qui vient de là, c'est ça? Oui. En fait, lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va être absorbée par la terre. Et ça va être bénéfique, parce que le barrage va ralentir l'eau. Donc la terre a le temps de l'absorber. On pourra utiliser l'eau stockée à l'intérieur jusqu'à ce que les pluies reviennent l'année d'après. Mohamed n'est pas architecte, alors pour dresser les plans et organiser le chantier, il s'est adressé au doyen de la région, Ahmed, 71 ans. Cet ancien instituteur est un homme respecté ici pour ses connaissances. Mohamed m'a dit qu'ici, on va faire un ouvrage sérieux et qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents. On n'a pas le droit de ne pas réussir, on n'a pas le droit d'échouer. Ahmed a pris sa mission très à cœur en commençant par l'essentiel, s'instruire. Il n'est pas ingénieur et il ne connaissait rien aux barrages. Alors avant d'attaquer, Ahmed s'est documenté. Comment fonctionne un barrage poids? Comment calculer le poids d'un barrage poids? Il a passé de longues heures sur Internet et a avalé toutes sortes de documents scientifiques, géographiques, mais aussi historiques, pour trouver le modèle de barrage le plus approprié. Et il a fini par découvrir cet ouvrage,
dont les vestiges se trouvent en Tunisie. Un barrage construit il y a 2000 ans par les Romains. Je me suis dit, c'est ce type de truc que nous allons essayer de faire chez nous. Avant, moi je disais, Mohamed, nous allons faire des barrages avec des sacs de sable. Mais à force d'étudier, les gens disent, au lieu de faire un truc de sable, nous allons faire un truc de pierre. Ahmed a ainsi décidé d'appliquer les mêmes techniques que les bâtisseurs de l'Antiquité. Il a juste réduit légèrement les proportions. C'est un barrage simple, qui n'est pas très haut, autour de 10 mètres, qui n'est pas très long, une longueur de 120 mètres. Et moi, ce que je veux, c'est beaucoup moins. Donc vous vous êtes dit, je vais faire un barrage romain, comme en Antiquité. Comme en Antiquité, mais c'est tout simplement. D'où ces sacs de pierre. Et ça, c'est ce que faisaient les Romains il y a 2000 ans. Pour gagner en solidité, les Romains entassaient des pierres dans des paniers en osier. Aujourd'hui, les ouvriers forment ce qu'on appelle des gabions, avec des cages en fil de fer. Et c'est ce que faisaient les Romains. Et nous avons fait un barrage en pierre et un gabion. Pour nous, ça c'est une réalisation du siècle que nous laissons à nos petits-enfants. C'est un truc d'avenir. Le barrage est conçu pour retenir le maximum d'eau pendant la saison des pluies. L'eau peut alors pénétrer dans la terre et alimenter les nappes phréatiques de la région. Pendant la saison des pluies, c'est-à-dire au mois d'août, tout ça se remplit. Pendant maintenant, tout ça se remplit. De la montagne à la montagne, sur une longueur de 300 mètres, 400 mètres, presque au fond. Donc, plus le barrage est haut, plus la quantité est grande. Donc, puisque l'essentiel, c'est le remplissage de la nappe. On ralentit le ruissellement, on agrandit la surface pour que la plus grande quantité possible puisse aller sur la nappe. On peut maintenant ralentir plus de 500 à 600 000 mètres cubes. Cette eau, maintenant, elle sera drainée par des tuyaux vers les palmarès ou vers les populations pour boire ça. Soit pour arroser, soit pour boire. Ce projet fou, né dans la tête de Mohamed, cela fait déjà 4 ans qu'ils y travaillent. Sans l'aide de personne d'autre que les habitants de la région, il a peut-être trouvé, à son échelle, une parade à la désertification. Normalement, ce sont des États ou c'est des immenses entreprises qui font un barrage comme ça. Ça, c'est un projet titanesque. Vous avez fait un truc que normalement l'État fait. Vous savez, nous n'avons pas eu le choix. Nous devions le faire pour le peu qui reste de nos arbres, de nos palmiers, pour nos familles. C'est une nécessité. C'est un combat, une question de survie en fait. Nous savons que nous n'avons pas les moyens et que nous sommes vraiment faibles, mais nous avons la volonté. Pour terminer le barrage, Mohamed et Ahmed estiment qu'il faudra au moins 3 ans. Coût total, environ 100 000 € par an. Une énorme somme rassemblée par Mohamed et des milliers de citoyens et de petits cultivateurs de la région. Comme on va le construire, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui envoyaient des participants. Et c'est comme ça que vous avez rassemblé 500 000 €? Voilà. Et ce qui manque, moi je le paye. Parce qu'il faut les aider quand ils manquent. Et là, je prends de ma propre poche. L'essentiel, c'est que chacun participe de ce qu'il peut. Plus on aura, plus on finira vite. Si on a le minimum, on mettra 6 ans. Et si on a les moyens, ça ne prendra qu'1 an. Face à la désertification, Mohamed et sa communauté font changer le cours des choses. En Afrique aujourd'hui, regagner du terrain sur le désert est devenu une priorité, un défi qui dépasse les frontières. Le plus ambitieux des projets, la Grande Barrière Verte, un programme pharaonique qui, depuis sa naissance en 2007, attire l'attention des médias du monde entier. Un projet qui permettrait notamment d'ériger un mur végétal long de 8000 km,
traversant l'Afrique d'ouest en est à travers une douzaine de pays. Reverdir 120 000 km², telle est donc l'ambition. Mais voilà, le but est loin d'être atteint. La première évaluation officielle du projet dresse un bilan sans appel. 4% seulement des objectifs d'ici 2030 ont été atteints dans la zone stricte d'intervention. Et pourtant, sur le terrain, des femmes et des hommes continuent d'y croire. Ils consacrent leur vie entière à l'édification de cette titanesque barrière végétale. C'est justement à leur rencontre, à l'extrémité du pays, que je dois aller. Je prends la direction de Bassikounou, à l'extrême sud-est du pays, tout proche de la frontière avec le Mali. Là-bas, m'a-t-on dit, se créent des alternatives, des solutions peut-être même pérennes pour l'avenir. Celles et ceux qui les inventent viennent d'horizons pour le moins inattendus. Après 12 heures de route, nous arrivons à destination. Nous voici à Mbera, une ville de 80 000 habitants. Il s'agit en fait d'un camp de réfugiés. En 2012, ces familles ont fui leur pays en guerre, le Mali. Ils ont été accueillis par la Mauritanie. Le camp est géré par les Nations Unies. Il s'étend sur plusieurs kilomètres. Eya, 41 ans, connaît comme sa poche le camp de Mbera. Elle s'y est installée il y a 11 ans. On a pris la route pour la Mauritanie et les autorités locales nous ont accueillis pour nous installer dans le camp. Mes enfants sont nés ici. Aïe. Et alors la vie dans le camp, c'est comment? Je m'occupe de ma famille et de mes chèvres. Je suis également volontaire pour le camp. Sous la houlette de plusieurs ONG, les migrants peuvent participer à des projets de reforestation ou de protection de l'environnement. Régulièrement, Eya plante des arbres tout autour du camp. La terre est dure, faut creuser un peu. La Mauritanie leur a tendu les bras lorsqu'ils en avaient besoin. Alors en retour, ils participent à l'effort collectif. Fais attention avec l'eau, on n'en a pas beaucoup. Vous en avez planté beaucoup des arbres ici? Oui, tous les arbres que vous voyez, c'est nous qui les avons plantés. Et vous pensez que ça peut stopper l'avancée du désert? Oui, les arbres améliorent le climat. Ils favorisent les pluies et ça nous protège du vent. C'est essentiel. Si on replante et que les forêts repoussent, la sécheresse diminuera un peu. Cette année, 65 000 arbres ont été plantés autour du camp. Sous la forme d'arbustes ou en semant directement des milliers de graines. Un jour, ces graines vont grandir et faire une très grande forêt. Et quand tu reviendras et que tu marcheras ici, tu verras une très grande forêt. Au fil du temps, les réfugiés et la population locale ont uni leurs forces pour combattre le réchauffement climatique. Les Maliens ont apporté avec eux leur savoir-faire. Il y a citronnier, il y a du goyave. Amédou a 57 ans. Il a quitté le Mali il y a 10 ans et s'est installé ici. Il est le responsable de cette pépinière et participe à la reforestation. C'est quoi toutes ces plantes? C'est les arbres qu'on connaît chez nous lorsqu'on était au Mali, qui sont dans notre désert, qu'on a amené pour voir est-ce qu'ils vont marcher ici. Et ça a marché. Donc c'est ici qu'on teste les arbres qu'on va planter ensuite dans le désert dans le cadre de la muraille verte. Dans le cadre de la muraille verte et dans le cadre aussi des fixations de djinns dans la zone ici. Chaque année, on fait des milliers d'arbres. On partage entre les réfugiés et les autochtones
Et c'est ça qui a fixé la zone, en train de fixer la zone. Et c'est ce qui fait que les dunes n'ont pas envahi le camp. Voilà, c'est ce qui a fait les dunes, ils n'ont pas envahi les camps. Amédou ne sait pas s'il pourra retourner un jour au Mali. En attendant, être volontaire, c'est sa façon de remercier le pays qui lui a ouvert les bras. La Mauritanie nous a accueillis d'une manière que ces marchés ils sont ouverts pour nous, ces pâturages ils sont ouverts pour nous. Et on a une densité de population, on est obligé de les aider. Vous avez un devoir. Un devoir de les aider pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est pourquoi nous, on est volontaires, pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger la faune, pour protéger la Mauritanie et pour protéger les autochtones. C'est pourquoi on est volontaires. Et pourquoi on est fiers d'être volontaires. À leur échelle, Amédou et les réfugiés du camp de Mbera participent depuis 10 ans au projet de la Grande Barrière Verte. Un travail qui, par endroits, commence déjà à porter ses fruits. Mais il reste encore beaucoup à faire. Car aujourd'hui, seuls 15% de la Grande Muraille est achevée, principalement au Sénégal et en Éthiopie. Il y a donc urgence à se mobiliser. Le défi de la désertification touche plusieurs centaines de millions de personnes au Sahel, mais ne se limite pas au continent africain. Ce défi nous concerne tous.